en plein divorce personnel, en création d'entreprise, en fin de droit au chômage et en période Covid, tout en même temps. Quand tu vois la différence entre salaire brut et net dans leur poche, ça me fait mal au cœur. Franchement, pas aujourd'hui, je suis désolée de le dire, mais les chefs d'entreprise ont envie de se barrer. Et le pire dans tout ça, c'est que les jeunes entrepreneurs qui potentiellement pourraient entreprendre en France se barrent. Et je trouve qu'aujourd'hui, la France est en déclin, clairement. Bonjour mesdames et bienvenue dans notre podcast « Quand les femmes nous parlent d'argent ». Ici, elles se livrent simplement, sincèrement et sans détour. Parce que l'argent, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une histoire de choix, de liberté et parfois même d'amour. Ici, on discute de ce qu'on gagne, de ce qu'on dépense, de nos réussites, mais aussi de nos galères. Bref, de la vraie vie. Alors, installez-vous, on démarre. Bonjour Claire. Bonjour Isabelle. Tu nous viens de Lille. Oui, tout à fait. Merci d'être venue jusqu'à nous. Avec très grand plaisir. Alors, tu es, si je me souviens bien, directrice générale d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine Tout à fait. à destination des chefs d'entreprise. Oui, c'est effectivement ça. Un cabinet qui existe depuis bientôt 25 ans maintenant, que mon mari a créé à l'origine donc à Lille, avec une vocation d'accompagner les dirigeants de la création à la transmission de leur patrimoine, que ce soit privé ou professionnel. Et aujourd'hui, on est une équipe de 10 collaborateurs. On gère à peu près 1200 clients. Donc c'est un beau bébé. Et on a rejoint il y a un an le groupe Métagramme Gestion Privée, qui est un cabinet, qui est un groupe national avec des antennes à Paris, à Bordeaux, à Toulouse pour le moment. Donc voilà, on accompagne vraiment les dirigeants d'entreprise sur une vocation vraiment de conseil. On n'est pas là pour leur vendre des produits à tout prix, on est totalement indépendant. L'idée étant de faire du conseil sur mesure et de les accompagner, surtout sur le long terme en fait. Tout à fait. Et tu as un enfant. Oui, j'ai une petite fille de 9 ans. Plus 2 autres. 2 belles filles nées de notre recomposition familiale qui ont 21 et 23 ans. Ok, que d'accord. Des filles. Alors, avec tout cela, est-ce que tu pourrais, comme première question, est-ce que tu pourrais me dire si tu as un souvenir, ton premier souvenir d'argent? J'ai un peu réfléchi à ta question parce qu'on va pas se mentir, tu me les as quand même un petit peu données à l'avance. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais je me souviens très bien que ma maman jardinait beaucoup le week-end, en fin de journée et compagnie. Et que j'avais un travail, c'était de l'aider à retirer les petits cailloux des plates-bandes, tu vois, des massifs, et qu'à chaque seau rempli, elle me donnait une petite pièce. Alors, je ne me souviens plus de la valeur de cette pièce, ça ne devait pas être grand-chose, mais du coup, moi, j'ai eu cette espèce d'ancrage que l'argent était lié un peu à une récompense et à un travail, tu vois. Ça a toujours été ancré comme ça. Après, j'ai effectivement eu de l'argent de poche en étant un peu plus grande, mais mon premier souvenir, c'était vraiment, j'étais super contente, je ramassais des cailloux à toute vitesse pour avoir le maximum de sous possible. Alors, justement, je voudrais savoir quel a été ton rapport avec ces petites pièces gagnées à la suite de ton labeur. Alors, très honnêtement, voilà. Mon premier rapport à l'argent, comme beaucoup d'enfants, c'était pour m'acheter des bonbons. En cachette. En cachette, parce que manger des sucreries, c'était pas tout à fait dans l'éducation que j'ai eue. Donc, en cachette, j'achetais des bonbons quand j'étais en vacances avec mes cousines. Et on partait en vélo pour soi-disant faire une petite promenade. Et en fait, on allait acheter des bonbons qu'on mangeait le soir après. Une récompense sucrée. Voilà, c'était la petite récompense sucrée. C'est la première dépense que j'avais et j'en étais très contente. Deuxième question, est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a appris à gérer ton argent ? Alors en soi, non. Un exemple on m'a pas vraiment appris à gérer mon argent pendant mon enfance et ça, je le déplore parce que je pense que c'est vraiment un gros manque qu'il y a dans notre société française d'apprendre aux enfants, aux collégiens, ce que c'est que l'argent, à quoi ça sert, comment on l'utilise et comment la société fonctionne d'une manière générale. Peut-être que, désolé, mais on en ferait peut-être un peu moins des moutons s'ils savaient comment fonctionne un peu le système. Mais tu vois, j'ai vu ma maman qui regardait les prix quand on faisait les courses, qui dépensait pas à tout va, qui achetait les choses quand elles sont utiles, quand on en a besoin. Et pas qui dilapidait l'argent, tu vois. On partait en vacances tous les ans. Je viens d'une famille qui est plutôt aisée, même si on n'était pas richissime, mais on n'a jamais manqué de rien. Mais pour autant, il y a toujours eu ce côté, on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne, déjà d'une.
Et sur des dépenses qui sont mesurées. Tu vois, quand on partait en vacances, on choisissait tous ensemble le lieu où on partait en vacances. Je me souviens très bien que mes parents nous donnaient à l'époque, tu sais, le catalogue des gîtes de France, là, et qui nous disait, bah voilà, cette année, on met tel budget. Et nous, on regardait avec mes sœurs ce qui nous plaisait. Et du coup, on commençait déjà à avoir cette valeur de l'argent et cette notion de, OK, on a le droit de se faire plaisir, mais pas à n'importe quel prix non plus. C'est un bon exercice ludique de gestion financière. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, tu te situes où financièrement? Tu as moins de 1500 € par mois, entre 1500 et 3000, entre 3000 et 5000 ou plus de 5000? Je suis entre 3 et 5. Entre 3 et 5 000, ok. Est-ce que tu as le sentiment que ce revenu, il correspond à ton travail? Bah oui. Oui, honnêtement. Et à tes responsabilités. Je vole rien à personne, je compte pas mes heures. Je pense que rapporté au taux horaire, peut-être pas si cher payé que ça, mais pour autant, ça me convient très très bien parce que après, moi, je pars du principe que de toute façon, si je gagnais plus, ça voudrait dire plus d'impôts. Et aujourd'hui, je suis plus trop en phase avec ce qui est fait de notre argent quand on le donne à l'État. Donc voilà, je préfère mesurer mon revenu, ma rémunération. Je pense être payée à ma juste valeur. Tout à fait. Ce n'est pas la première fois que j'ai des remarques de ce genre, c'est-à-dire que l'impôt n'est pas un problème en soi, non. Mais c'est surtout, j'ai l'impression que les gens ont ce sentiment de ne pas savoir ce qui en est fait. Ah ben clairement. Comment il est utilisé. Aujourd'hui, moi, c'est la sensation que j'ai. Alors après, qui est peut-être aussi biaisée du fait que je suis dirigeante d'une entreprise. Donc, au-delà de mon impôt sur le revenu, tu as l'impôt sur les sociétés, les différentes taxations dans tous les sens. Tu as l'URSSAF, tu as les cotisations sociales de tes collaborateurs que concrètement, je préférerais leur donner plutôt que de la donner à l'État. Quand tu vois la différence entre salaire brut et net dans leur poche, ça me fait mal au cœur, franchement. Et derrière, tu as un peu l'impression que c'est un panier percé, en fait. On donne. Quand je vois l'état des hôpitaux, l'état des écoles et la considération qu'il peut y avoir aujourd'hui autour du service public d'une manière générale, je trouve ça désastreux. Donc j'ai aucun problème à payer des impôts et j'en paye bien. Mais pour autant, en payer trop, à un moment donné, quand tu vois le retour sur investissement, moi je considère qu'à un moment donné, c'est un retour sur investissement. On est tous investisseurs pour l'État français, tu vois, d'une certaine manière. Et je trouve qu'aujourd'hui, la France est en déclin, clairement, et qu'on voit très bien, là, le projet de loi de finances est en cours de discussion. On rajoute encore de l'impôt. Bah, aujourd'hui, je suis désolée de le dire, mais les chefs d'entreprise ont envie de se barrer. Et le pire dans tout ça, c'est que les jeunes entrepreneurs qui potentiellement pourraient entreprendre en France se barrent. Parce qu'il y a une espèce de pression fiscale qui fait que c'est pas tenable. Pas tenable. Quand tu bosses et que tu vois qu'à la fin, en net dans ta poche, il te reste des cacahuètes, voilà quoi. Je comprends ce sentiment, tout à fait. Alors justement, comment se répartit ton argent aujourd'hui ? Tu dirais que sur 100%, tu attribuerais quelle part au logement, à la famille, aux loisirs ou à d'autres Concrètement, j'ai à peu près 25% qui vont au logement. Je pense avoir 35% de charges permanentes, si je prends tout, gaz, électricité, les abonnements divers et variés, les assurances, etc. Pour ta 60%. Ouais, j'ai automatiquement 15% qui partent en épargne et en placement en début de mois. C'est automatique, comme ça, j'y pense même pas. Et le reste, j'ai envie de dire que c'est un peu de l'extra. Je vis relativement... modestement, je dépense pas à tout va. Donc, j'ai un excédent en fin de mois qui est assez conséquent. Donc, ça va être des extras parce que je suis un peu une bonne vivante. Donc, j'aime bien les restos, j'aime bien manger, j'aime bien partager une bonne bouteille de vin avec des personnes que j'aime. Voilà. Donc, j'ai pas de problème à faire plaisir à mon entourage. Donc, à la fin du mois, ça va être des extras ou éventuellement, je refous un coup d'épargne, un coup de placement en fonction de ce qui va rester en fin de mois, quoi. Ok. Qu'est-ce qui te coûte le plus ? Dans le sens, est-ce que tu verrais un poste dans ton budget que tu souhaiterais diminuer ? Ou bien est-ce que c'est pas une histoire forcément monétaire, mais en temps ? Qu'est-ce que tu réajusterais ? Alors, ce qui me coûte le plus d'un point de vue purement factuel, c'est le logement. Mais ça ne me coûte pas du tout d'un point de vue psychologique parce que pour moi, c'est... essentiel de mettre ma famille et ma fille dans un environnement qui est confortable, avec tout ce dont elle a besoin. Donc ça me coûte pas particulièrement intérieurement. Ce qui me coûte, mais on en a déjà un peu parlé, c'est vraiment le montant des impôts qui partent tous les mois.
Alors même si on est prélevé à la source, ça n'empêche que quand tu t'intéresses un peu au sujet et que tu vois le montant en euros, là ça me coûte vraiment. Et après, si je devais un peu travailler sur une partie, c'est effectivement ce côté un petit peu excessive. J'ai tendance des fois à pas faire très très gaffe sur certaines dépenses de fringues, de petites choses. Voilà, je vais faire des courses avec ma fille, elle me regarde avec ses petits yeux de merlan frit. Bon bah voilà, je lui achète des trucs dont elle a pas nécessairement besoin. Et des fois je me dis c'est pas bien. Voilà, je pourrais épargner plus, je pourrais faire plus. Mais après voilà, je considère qu'on n'a qu'une vie. On n'est pas là non plus pour en permanence se serrer la vis. J'ai atteint aujourd'hui un niveau financier qui me permet d'être confortable, de ne pas regarder mon compte tous les 4 matins. Donc voilà, je sais qu'il y a de l'excédent et que de toute façon, si à un moment donné, il y a un mois où j'ai un peu abusé, il y a de l'épargne de côté qui permet de subvenir à mes besoins. Donc, voilà. Alors justement, est-ce que tu as eu à un moment donné est-ce que tu as connu une situation financière difficile ? Je ne vais pas abuser en parlant parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations bien pires que ce que j'ai pu être. Globalement, non, parce que, comme je te le disais, j'ai été élevée dans une famille plutôt aisée. Mon papa a été expatrié pendant un temps, donc il avait des très bons revenus. On a toutes les trois fait des bonnes études. J'ai fait une école de commerce, donc voilà, pas de sujet. Mais j'ai eu une période, il y a maintenant 8 ans, où je me suis retrouvée en même temps en plein divorce personnel, en création d'entreprise, en fin de droit au chômage et en période Covid, tout en même temps. La même année ? Même année. 2020, donc. Tout. Ouais. Fin 2019, début 2020. Et effectivement, cette période-là, elle a été un peu rude parce que, bon, le divorce s'est très bien passé, mais ça n'empêche pas que tu repars un petit peu à zéro. Il restait pas tant de choses que ça sur le compte. Quand tu démarres à ton compte, mon chiffre d'affaires était loin d'être suffisant pour vivre. Et à cette période-là, effectivement, j'ai compté un peu parce que, clairement, là, je faisais absolument aucun extra. Il s'agissait d'être raisonnable, le temps que ça reparte, parce que je savais que ça allait repartir. Et tu avais une fille déjà ? Ouais, j'étais avec ma fille. Elle avait quel âge à cette époque ? Elle avait 1 an et demi. Elle avait 1 an et demi et la priorité, c'était elle, clairement. À ce moment-là, je me suis complètement foutue sous cloche. La priorité, c'était qu'elle le sente absolument pas passer, qu'elle ait tout ce qu'il faut quand il faut. Alors, j'ai toujours été un peu maman poule dans le sens où jamais acheté rien d'industriel pour elle, les petites purées, les petits machins, les petits trucs. Ça a toujours été du fait maison et je n'ai pas rogné là-dessus une seule seconde parce que c'était ma priorité, en fait. Moi, derrière, je picorais ce qui restait et puis ça suffisait, quoi. Parce que volontairement, j'aurais pu dépenser plus, tu vois. Mais je savais que, voilà, il fallait que je serre la vis. Je me suis auto-disciplinée à vraiment pas faire d'excès parce que, à ce moment-là, il fallait pas. J'étais convaincue au fond de moi que ça allait repartir, mais j'en avais pas la certitude pour autant. Je n'avais pas la maîtrise du temps de quand est-ce que ça allait se calmer et quand est-ce que les jours allaient être plus cool. Bon, ça a duré une petite année et puis après, c'est reparti. Donc, il a fallu 1 an de volonté et de discipline. Ouais, 1 an où tu tapes dans ton épargne et que tu vois que l'épargne fond très vite. Très vite. Parce que quand tu as des charges fixes, un loyer, même si tu serres la vis au maximum, le coût de la vie est cher. Et il est encore plus cher maintenant qu'il y a 8 ans. Donc ouais, tu serres la vis, tu mets le chauffage dans la chambre de ta fille, mais pas ailleurs. Voilà, faut faire des choix. À l'opposé, est-ce que tu as connu une période faste ou une réussite dont tu tires une certaine satisfaction ? Je pense que je suis dedans. Très honnêtement, je pense que je suis dedans et que c'est que le début parce que aujourd'hui, je considère que j'ai atteint un stade où, comme je te le disais, je suis à l'aise sans avoir à compter. Je sais que les choses capitalisent tranquillement au fur et à mesure, que j'ai mis en place le bon système de placement d'investissement pour capitaliser sur le long terme. Voilà, les projets avancent, que l'entreprise grandit, comprend de l'ampleur et que tout ça est sur le bon rail. Donc voilà, je suis pas inquiète, je suis plus du tout inquiète et puis je sais aussi que j'ai mûri, que j'ai grandi. Il y a aussi ça par rapport à la relation à l'argent, c'est que quand t'es jeune, t'as pas forcément la maturité aussi pour savoir où est-ce que tu vas. Déjà, tu sais pas où est-ce que tu vas quand t'as 18 ans ou 20 ans. Là, aujourd'hui, je sais où je vais. Je sais où je vais, les plans sont relativement clairs. Je sais qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, mais pas d'inquiétude. Ça a pris combien de temps
pour que tu puisses redresser la barre comme ça de manière... En fait, il y a durable. deux aspects. Il y a l'aspect vraiment purement financier où j'ai mis quand même 2-3 ans à reconstituer une épargne suffisante à mon sens. Mais après, il y a le travail psychologique, tu sais, d'ancrage, de savoir qui tu es, où tu vas, comment tu y vas, et d'assurance aussi. Je ne suis pas la même que j'étais il y a 8 ans, ça c'est certain. Très probablement que si tu m'avais sollicité il y a 8 ans pour prendre la parole face à un micro, je ne l'aurais absolument pas fait du tout. Et aujourd'hui, ça roule. Formidable. Alors, est-ce que tu investis ? Tu disais comme ça que tu mettais 15%. Ouais. Alors, quels sont tes choix Alors, il y a deux préférents. niveaux d'investissement. Et en fait, le plus gros investissement que je fais, c'est sur moi-même et mon entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je considère que c'est le meilleur levier d'enrichissement d'un chef d'entreprise, la valorisation de sa boîte. Et je fais tout ce qu'il faut, je pense, pour que aujourd'hui notre entreprise, notre groupe, que ce soit au niveau du pôle valeurs et conseils dans les Hauts-de-France ou Métagramme d'un point de vue national, pour faire grandir, faire croître tout ça, nous faire connaître, être utile aux chefs d'entreprise, être utile à la pédagogie financière. Je te l'avais dit, mais j'ai lancé aussi un podcast pour travailler sur ce sujet auprès des chefs d'entreprise également. Donc tout ça, c'est des petites pierres que tu mets aussi pour la croissance et la valorisation de ta boîte. Les petits cailloux. Des petits cailloux, plutôt que de voir la grosse montagne, tu regardes le petit caillou et le petit pas que tu fais chaque jour. Et ça contribue bien entendu à la valorisation de l'entreprise dans laquelle j'ai des parts, et qu'à un moment donné, on a le produit de l'investissement et des parts qu'on a dans la société. Ça, clairement, ça représente de loin la plus grosse partie de l'investissement que je fais aujourd'hui. Après, il y a mes investissements personnels, et globalement, je te disais, c'est à peu près 15% de mes revenus. Je vais être assez classiquement en assurance vie, SCPI, un peu de crypto, parce que ça m'amuse, même si je maîtrise absolument pas du tout suffisamment le sujet. Et puis voilà, globalement, ouais. Au quotidien, quelle place occupe l'argent dans ta vie ? Alors, je bosse dedans, donc à un moment donné, il est quasiment permanent. L'argent, tous les jours, on parle d'argent, parce qu'on gère aussi l'argent de nos clients. Donc à un moment donné, alors ce qui va être difficile, c'est de ne pas reporter les biais que tu peux avoir toi sur ce que tu fais pour tes clients. Ou à l'inverse, que tes clients aient un excès de confiance en toi et qu'ils te disent fais comme tu veux, fais comme tu ferais pour toi. Oui, mais non, je ne suis pas toi. Et ça, c'est souvent parce qu'on a une relation de proximité avec nos clients. Et c'est souvent, tu appelles un client pour lui proposer un arbitrage sur son contrat d'assurance vie ou sur son plan épargne retraite. Ouais. Tu lui dis j'ai pensé à telle solution. C'est bien comme investissement. Oui, sinon je te le proposerais pas. Fais comme si c'était toi. Non, mais non. T'as pas le même profil d'investisseur, t'as pas le même horizon d'investissement, t'as pas le même vécu que moi. Donc, à partir de là, je ne peux pas faire comme toi. Donc, tu vois, on a en permanence ce sujet de l'argent dans nos quotidiens, parce que je dis nous parce que je parle de moi et de tous nos collaborateurs, parce qu'au quotidien, on ne fait que ça, traiter des sujets qui sont liés à l'argent. Et avec ta fille, est-ce que tu lui apprends un petit peu à gérer son argent ? Oui, avec ma fille, j'ai pris le parti, elle a 9 ans, donc elle commence à avoir un peu la notion de la valeur de l'argent, de ce qu'elle peut acheter avec un montant. Donc avec son papa, on a décidé déjà de lui donner un petit peu d'argent de poche. Alors c'est 10 € par mois. Vraiment, ça va pas chercher bien loin. Mais je lui apprends à comprendre que ce qu'elle ne dépense pas potentiellement peut fructifier. J'ai mis en place un petit système il n'y a pas très longtemps, c'est que... ça peut paraître un peu bête, mais je lui donne un petit peu d'argent. Et si elle y touche pas, ça fait des intérêts. Donc je rajoute une petite pièce, en fait. Donc quand elle retourne voir sa petite somme d'argent, il y en a plus que avant. Elle comprend déjà que si elle dépense tout, en fait, il n'y a plus rien. Si elle dépense pas tout, la petite bout qu'elle a laissée, potentiellement fructifie. C'est bête, mais ça lui permet quand même de comprendre. Tout comme quand on part en vacances, je lui donne pas le montant de ce que j'ai dépensé pendant les vacances, mais je lui donne un comparatif par rapport à ce que elle est en capacité d'acheter. Tu vois, part en vacances, elle a son petit billet, son petit truc, elle se fait plaisir. Elle va s'acheter une petite connerie à 2 €. Quand on va au restaurant à côté et que j'en ai pour 50 balles, par exemple, je lui fais le ratio. Je dis, tu vois, au restaurant, j'ai dépensé tant de fois ce que toi, tu as dépensé. Et elle comprend. Donc, c'est un peu comme ça que je parle d'argent avec ma fille. Et elle percute plutôt vite. Donc, je pense que petit à petit, elle va poser pas mal de questions. Donc, voilà. Je suis pas inquiète pour son avenir. Et puis, accessoirement, je fais ce qu'il faut pour la mettre... dans de bonnes conditions. C'est aussi ça qui est important pour moi dans le fait de capitaliser. C'est que je vais pas maîtriser son bonheur, je vais pas maîtriser la voie qu'elle va choisir, ni même ce qu'elle va faire de sa vie. Ça, ce sera elle qui verra. Ce que je sais, c'est qu'elle partira
mieux dans la vie avec des moyens, et c'est mon rôle, je trouve, de maman, de parent, que de la mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc si à un moment donné, elle a la lubie de devenir astronaute et qu'il faut qu'elle aille je sais pas trop où, à l'international, et que non, j'ai pas les moyens parce que j'ai pas fait gaffe, et que voilà, elle va être frustrée dès le départ dans sa vie, alors que là, je sais qu'elle peut faire ce qu'elle veut. J'aurai les moyens de la mettre dans les conditions pour qu'elle fasse ce qu'elle veut. Après, charge à elle de faire le nécessaire, mais c'est un peu mon objectif. La mettre à l'abri, en tout cas. Ouais. Alors, dernière question. Oui. Le miroir symbolique. J'ai 5 films Oui. à te proposer et il faudra que tu me dises dans quel film illustrerait le mieux ton rapport avec l'argent. Alors, j'ai Coco Chanel, parce qu'on peut se construire sans fortune mais avec du talent. J'ai Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, parce que les petits riens valent souvent plus que des grands avoirs. Working Girl, parce que vouloir réussir n'a rien d'une faute. Sex and the City, parce qu'il y a des plaisirs qu'on n'a pas besoin de justifier. Et pour finir, Le grand jeu, parce qu'il faut parfois tout miser pour garder la main. Lequel choisirais-tu ? Alors, j'ai hésité. J'ai hésité entre Le grand jeu et Working Girl. Mais vu qu'on est dans un podcast à destination des femmes, je vais te dire Working Girl. Pour la bonne et simple raison que, effectivement, vouloir réussir n'a rien d'une faute et n'a pas à être jugé par qui que ce soit. Et très souvent, je trouve que les femmes s'auto-jugent et sont violentes envers elles-mêmes. C'est peut-être un peu... il y en a peut-être qui le prendront mal, ce que je vais dire, mais je trouve que parfois, les femmes se victimisent et se rabaissent seule face à la jante masculine. Moi, je suis pas féministe à l'extrême parce que très souvent, je trouve que les extrêmes féministes ont tendance à dire les hommes sont des méchants et compagnie. Non, au contraire. Essayons, si on trouve que les hommes, entre guillemets, ont plus de capacités, osent plus, prenons-les à un moment donné un petit peu comme exemple en se disant mais pourquoi eux ils osent et pas nous. Et très souvent je trouve que les femmes se mettent des freins parce que dans leur éducation probablement à un moment donné on leur a dit sois belle et tais-toi et parle pas trop. Mais je pense qu'il faut dépasser ça en se disant de toute façon j'ai rien à perdre. Puis si ça plaît pas, de toute façon il y a toujours des gens à qui ça ne plaira pas. Il y aura toujours des gens qui seront là pour te juger, pour te moquer. Mais a priori si tu commences à ne pas plaire à tout le monde, c'est que t'es pas indifférente. C'est-à-dire dépasser ce syndrome d'imposteur. Oui, c'est ça, c'est que moi la première, je tiens ce discours aujourd'hui, mais je le tenais absolument pas il y a encore 3-4 ans, parce qu'il y a un cheminement qui se fait, parce que petit à petit t'oses des choses que tu n'osais pas avant et que tu te rends compte que en fait c'est pas si terrible que ça, tu vois, t'avances un petit peu plus, et au contraire t'as autour de toi qui disent waouh c'est bien ce que tu fais, et même des hommes qui te disent je suis admiratif, c'est bien, ouais, donc en fait il faut juste y aller. Donc il n'y a pas de faute à vouloir réussir, il n'y a pas de honte à avoir, il faut sortir un petit peu de cette espèce de clivage de je suis bien dans ma place et j'avance pas et je fais pas de vagues. Non. Alors osons. Voilà, allons-y. Eh bien écoute Claire, je te remercie beaucoup. Eh bien merci à toi Isabelle. Et puis bon retour à Lille alors. Merci.